Elle n'avait que 7 ans. Lui, 53. Et aucun des habitants ne pouvait même imaginer que derrière la porte d'une maison tranquille se cachait un homme avec des plans aussi terribles. Elle a disparu en plein jour, à quelques centaines de mètres à peine de sa propre maison. Son trajet de l'école à l'entrée ne prenait généralement pas plus de 10 minutes. Mais ce jour d'octobre, ce chemin s'est avéré être son dernier, du moins pour longtemps. Plus tard, la ville apprendra qu'elle était tout ce temps à proximité, cachée des regards des voisins, enfermée dans un espace exigu appartenant à un homme que l'on considérait comme un voisin inoffensif. C'était un jour d'octobre ordinaire, ne différant en rien de dizaines d'autres. Nastia, élève de première année de l'école locale Namiro 2, rentrait chez elle par son chemin habituel. On l'a vue pour la dernière fois près de l'école vers 1h30 de l'après-midi. Après cela, elle s'est comme évaporée. Aucun passant ne pouvait se souvenir de quoi que ce soit de suspect. Personne ne l'avait vue monter dans une voiture ou partir avec quelqu'un. Les caméras de surveillance installées sur la façade du magasin de l'autre côté de la rue ont seulement confirmé que Nastia était passée devant et avait disparu au coin du bâtiment. Ce qui s'est passé ensuite restait inconnu. Le soir, les parents ont donné l'alerte. Les recherches ont commencé immédiatement, d'abord par la famille et les voisins, puis ont rejoint des volontaires, la police et des maîtres chiens. Dès le lendemain matin, toute la région avait été examinée à plusieurs reprises, mais les traces de Nastia se perdaient à quelques dizaines de mètres de la cour d'école. Aucun indice, aucun objet oublié, comme si son déplacement s'était arrêté instantanément. Après 3 jours de recherches ininterrompues, une première découverte sérieuse a eu lieu. Un des groupes de volontaires, examinant soigneusement les bords de la forêt, est tombé sur une étrange construction. Un petit trou, soigneusement creusé, minutieusement recouvert de branches sèches et de feuilles mortes. L'endroit était si discret que des volontaires étaient déjà passés plusieurs fois devant, sans rien remarquer. Les policiers ont commencé l'examen de la découverte avec un calme professionnel, mais intérieurement, chacun ressentait un mauvais pressentiment. Dans le trou, ils ont trouvé les affaires de Nastia, son sac d'école avec ses manuels, un bonnet et une écharpe soigneusement pliés. Plus tard, l'expertise révélera une petite tache de sang sur la face intérieure de l'écharpe, une tache si minuscule qu'il semblait étonnant qu'on l'ait même remarquée. Cette découverte a suffi pour que la panique submerge la petite ville. Les gens chuchotèrent dans les rues. Les parents venaient sans chercher leurs enfants à l'école en personne, cessaient de les laisser sortir seuls. L'inquiétude s'est propagée au village voisin. Tous se posaient la même question. Qui aurait pu faire cela et pourquoi ici, dans un endroit si tranquille? La police a commencé à vérifier méthodiquement tous ceux qui pouvaient être impliqués. Parmi les premiers suspects figurait Ivan Mikheev, un bibliothécaire de 53 ans, vivant seul depuis longtemps. Ivan jouissait parmi les locaux d'une réputation d'homme calme, cultivé, bien que légèrement étrange. Personne ne l'avait jamais vu manifester de l'agressivité ou même élever la voix. Cependant, des volontaires se sont souvenus qu'Ivan parlait souvent aux enfants qui venaient à la bibliothèque pour emprunter des livres et leur offrait des bonbons. Plusieurs parents ont admis s'être méfiés de ces contacts trop fréquents avec leurs enfants, mais avaient ça craint de le dire ouvertement. Il paraissait tellement inoffensif. Dans le même temps, le beau-père de Nastia, Oleg Sergeev, est entré dans le champ de l'enquête. L'homme n'avait pas de casier judiciaire, travaillait dans le garage local, mais la veille de la disparition, il s'était violemment disputé avec la mère de Nastia. Les voisins affirmaient que ce n'était pas leur premier conflit. La famille réglait souvent ses comptes de façon bruyante et émotionnelle. Dans les premiers jours des recherches, Oleg se comportait étrangement. Il évitait les contacts avec les volontaires, refusait de parler aux journalistes, s'énervait et se contredisait quand les policiers cherchaient à savoir où il se trouvait ce jour-là. Un tel comportement ne pouvait qu'attirer l'attention. Pendant ce temps, les habitants de la ville commençaient à se rappeler d'autres détails qui semblaient auparavant insignifiants. Plusieurs personnes ont déclaré avoir vu dans les rues une voiture blanche sans plaque d'immatriculation, qui se déplaçait lentement à travers la ville dans les jours précédant la disparition de Nastia. Personne n'a pu décrire le conducteur,
Personne n'a remarqué quoi que ce soit d'étrange dans le comportement de la voiture. Mais maintenant, à la lumière des derniers événements, même cela semblait important. La vague de suspicion grandissait progressivement. Le bibliothécaire Ivan était trop silencieux et renfermé, et après la disparition de Nastia, on le voyait de moins en moins. D'autre part, le beau-père Oleg, au contraire, semblait essayer de paraître trop activement impliqué dans les recherches, mais perdait manifestement son sang-froid quand la conversation touchait aux détails de sa vie privée. Et la police et les habitants comprenaient que l'un de ces deux hommes cachait probablement la vérité. À la fin de la première semaine de l'enquête, une nouvelle information est parvenue à la police. Un message anonyme, reçu sur le téléphone de confiance, désignait la maison d'Ivan Mikiv. Il se comportait apparemment de façon trop suspecte ces derniers jours et avait complètement cessé de sortir. Le tribunal a immédiatement délivré un mandat pour l'inspection de la maison du bibliothécaire. Ce que les policiers ont trouvé dans la modeste demeure de cet homme tranquille semblait totalement impensable. Sur l'une des étagères de livres se trouvaient soigneusement disposés des effets personnels de Nastia, qui ne pouvaient pas s'y retrouver par hasard. Mais la découverte la plus troublante fut un journal intime appartenant à Ivan. Plusieurs pages étaient consacrées à des notes sur un mystérieux petit être sans nom. Les notes étaient étranges, inquiétantes et, comme les experts le reconnaîtront plus tard, manifestement malsaines. Elles parlaient du désir de posséder quelqu'un, de le contrôler totalement et d'en faire une partie de sa vie, de remplacer un proche absent. Cette découverte a complètement renversé l'image initiale de ce qui s'était passé. Ivan Mikiv, un homme en qui des dizaines de familles avaient confiance, n'était pas celui qu'il semblait être toutes ces années. Ce soir-là, la petite ville ne dormait pas. Les habitants, portes verrouillées, discuteurs de la nouvelle choquante. Un homme que tous connaissaient presque toute leur vie s'était avéré capable de quelque chose d'aussi terrible. Dans la conscience des gens s'était déjà fermement ancrée l'idée de sa culpabilité. Cependant, l'enquête ne faisait que commencer. Et tandis que les enquêteurs formulaient prudemment leurs premières hypothèses, aucun d'entre eux ne soupçonnait combien de détails nouveaux et inattendus allaient se révéler dans un avenir proche. Bientôt, ils devraient se demander à nouveau si tout était vraiment aussi évident qu'il y paraissait maintenant. Depuis le moment où la police est entrée dans la maison d'Ivan Mikiv, ce bibliothécaire tranquille et résident local à la réputation irréprochable, la vie habituelle de la petite ville était terminée. Les habitants observaient par les fenêtres comment les enquêteurs aux gants bleus emportaient des paquets soigneusement emballés contenant des objets, des découvertes dont le contenu s'est plus tard transformé en sujet de conversations inquiétantes et de rumeurs qui ont secoué les gens plus violemment que n'importe quelle déclaration officielle de la police. Ivan n'a pas résisté et observait calmement les actions des agents, ne posait pas de questions superflues, ne s'énervait pas et n'essayait pas de convaincre qui que ce soit de son innocence. Il semblait être moralement préparé au fait que des personnes en uniforme frapperaient à sa porte. Un tel comportement semblait étrange et suspect en soi. Une personne innocente a tendance à s'indigner, à prouver la vérité, à prouver sa non-implication. Ivan, lui, se taisait, ce qui a renforcé les soupçons des policiers. La preuve principale, qui a choqué l'enquête, a été les notes dans le journal trouvé dans le bureau d'Ivan. C'était un épais cahier à la reliure de cuir, rempli d'une écriture dense et soignée. Chaque page présentait les pensées détaillées de l'homme sur la façon dont il rêvait d'une personne proche qu'il pourrait contrôler et faire partie de sa vie personnelle. Ces notes étaient écrites avec un calme inquiétant et un calcul froid. Les experts ont rapidement confirmé leur authenticité, déterminant que l'écriture correspondait parfaitement à celle d'Ivan Mikiv. Lors de l'interrogatoire, Ivan n'a pas nié être l'auteur du journal. Il a expliqué qu'il s'agissait effectivement de ses notes personnelles, mais a catégoriquement déclaré qu'elles n'avaient aucun rapport avec la disparition de Nastia. L'homme a expliqué en détail qu'il avait commencé à tenir ce journal il y a de nombreuses années, après avoir subi la perte douloureuse d'un proche. Les experts ont mené une vérification minutieuse qui a confirmé les dires du suspect. La plupart des notes avaient été faites plusieurs années auparavant. Aucune page du journal ne contenait le nom de Nastia ou des détails directement liés aux événements récents. Néanmoins, ces aveux n'ont pas convaincu les enquêteurs, et Ivan est resté le principal suspect. Pendant ce temps,
une nouvelle vague de discussions s'est levée dans la ville. Les habitants se sont divisés en deux camps. Certains se souvenaient d'Ivan comme d'un homme bon et serviable qui aidait toujours ses voisins, s'occupait des personnes âgées isolées, leur apportait des livres et des médicaments. Les parents dont les enfants fréquentaient souvent la bibliothèque se rappelaient que le bibliothécaire non seulement les aidait à choisir des livres, mais offrait aussi du thé et des bonbons aux visiteurs, racontait volontiers diverses histoires et discutait beaucoup. De leur point de vue, Ivan ne pouvait rien faire de mal. D'autres ont soudainement commencé à se rappeler des moments inquiétants auxquels personne ne prêtait attention auparavant. Par exemple, certains habitants racontaient qu'Ivan s'arrêtait trop souvent près de l'aire de jeu pour enfants, restait simplement debout et observait, sans parler à personne. D'autres se sont souvenus qu'il posait d'étranges questions à leurs enfants sur leur famille et leurs conditions de vie, bien qu'à ce moment-là, ces questions semblaient tout à fait inoffensives. Maintenant, n'importe quel détail similaire paraissait extrêmement suspect. Les voisins ont appris avec surprise qu'Ivan, au cours des dernières années, avait pratiquement cessé de communiquer avec les adultes, préférant parler aux petits visiteurs de la bibliothèque. Ses collègues de la bibliothèque l'ont confirmé, déclarant que ces dernières années, l'homme était effectivement devenu plus renfermé, préférant de plus en plus la solitude. L'enquête examinait attentivement chaque témoignage, notant et vérifiant chaque souvenir des voisins pour ne pas manquer un détail important. Cependant, bientôt l'expertise a apporté une autre conclusion importante, renversant à nouveau le cours de l'enquête. Selon les conclusions officielles des experts, les effets personnels de Nastia trouvés dans la maison du suspect ne pouvaient pas s'y trouver depuis le premier jour de sa disparition. Les enquêteurs ont établi que les objets avaient été soigneusement disposés sur l'étagère et ne portaient aucune trace de contact avec Ivan. Aucune empreinte digitale du suspect n'y a été trouvée. Cela a soulevé de nombreuses questions. Qui et pourquoi aurait pu placer ces preuves dans la maison du bibliothécaire ? Pourquoi Ivan n'avait-il pas tenté de se débarrasser des objets étrangers s'il savait que cela le compromettait ? Pendant ce temps, le beau-père de Nastia, Oleg Sergueev, restait sous l'attention de la police. Sa nervosité et ses contradictions dans ses témoignages continuaient de susciter de sérieux soupçons. L'homme refusait catégoriquement de parler aux journalistes, ne quittait pratiquement pas son appartement et réagissait agressivement à toute question des voisins. Certains habitants de l'immeuble où vivait la famille de Nastia ont commencé à éviter de le rencontrer, craignant d'entrer en conflit avec lui. L'enquête se menait désormais dans deux directions simultanément. D'un côté, la police vérifiait les liens et l'alibi d'Oleg Sergueev. De l'autre, elle continuait d'essayer de comprendre comment et pourquoi les affaires de Nastia s'étaient retrouvées chez Ivan Mikheev. Le bibliothécaire coopérait pleinement avec l'enquête, répondant calmement et méthodiquement aux questions, répétant encore et encore qu'il n'avait jamais communiqué personnellement avec Nastia en dehors de la bibliothèque et n'avait rien à voir avec sa disparition. Les habitants de la ville, observant le déroulement des événements, perdaient progressivement confiance dans l'évidence de ce qui s'était passé. Ce qui semblait évident dans les premiers jours paraissait maintenant de moins en moins convaincant. La ville s'enfonçait progressivement dans une atmosphère lourde de peur et de méfiance. Les gens ont cessé de faire confiance à leurs voisins et connaissances, craignant que le véritable criminel ne soit à proximité et ne se promène encore dans les rues. La police continuait à vérifier minutieusement l'entourage des deux suspects, interrogeant des dizaines de témoins et examinant des centaines d'heures d'enregistrement de caméras de surveillance. L'enquête traînait en longueur et les enquêteurs avaient de moins en moins de réponses réelles. Les témoignages des témoins continuaient à se contredire et la clarté qui semblait évidente dans les premiers jours après les découvertes dans la maison du bibliothécaire devenait maintenant de plus en plus floue et insaisissable. C'est à ce moment précis qu'est arrivée l'information qu'un des habitants locaux avait vu, tard dans la nuit, à la veille de la perquisition, quelqu'un d'étranger s'approcher de la maison d'Ivan Mikheev et rester longtemps près de sa fenêtre. L'identité de cette personne n'a pas pu être établie immédiatement, mais il est devenu clair que l'histoire devenait de plus en plus complexe et que le tableau de ce qui s'était passé était loin d'explications simples. L'enquête continuait à se compliquer, s'enrichissant de nouveaux détails étranges, forçant les enquêteurs à revoir des pistes déjà explorées. La police,
après avoir vérifié et étudié l'entourage d'Ivan Mikheev et d'Oleg Sergeev, a élargi le cercle des suspects, tentant de trouver des détails négligés et d'éventuels complices. À ce moment, l'un des groupes d'enquête, analysant les témoignages des témoins et les enregistrements des caméras de surveillance, est revenu à l'information concernant la mystérieuse voiture blanche mentionnée par les habitants locaux dans les premiers jours après la disparition de Nastia. Bien que ce fait n'ait pas été considéré comme très important initialement, maintenant, le moindre détail pouvait s'avérer décisif. Des témoins racontaient avoir vu une voiture blanche, probablement un ancien modèle Veaz, circulant dans les rues tranquilles de la petite ville les jours précédant la disparition de Nastia. Le propriétaire de la voiture n'était connu de personne, et personne n'avait retenu les plaques d'immatriculation. Le véhicule se déplaçait lentement dans les ruelles, comme s'il étudiait le territoire. Dans une petite ville, de telles voitures attirent toujours l'attention, surtout quand le conducteur se comporte étrangement et n'est manifestement pas un habitant local. Les enquêteurs ont mis plusieurs jours à suivre l'itinéraire du véhicule grâce aux caméras de surveillance extérieures et finalement à identifier son propriétaire. Il s'agissait de Mikhail Kruglov, 36 ans, déjà condamné pour hooliganisme et petit vol. Mikhail vivait dans le district voisin et était bien connu de la police. C'était un homme agité, avec une réputation de fauteur de troubles, mais jusqu'à présent, son nom n'avait jamais été lié à des affaires aussi graves. Néanmoins, les enquêteurs ont accordé une attention particulière et prudente à cette information. L'arrestation de Mikhail s'est déroulée sans incident. Il n'a pas résisté et a immédiatement déclaré n'avoir aucun rapport avec la disparition de Nastia. Lors de l'interrogatoire, Mikhail s'est comporté calmement, insistant avec assurance sur son innocence totale et fournissant un alibi précis. Selon lui, le jour de la disparition, il n'était pas du tout en ville, mais se trouvait dans une autre localité, à environ 100 km de là, chez des parents. Mikhail appuyait ses dires par des enregistrements de caméras de vidéosurveillance sur lesquels on voyait effectivement une voiture ressemblant à la sienne, à l'endroit et au moment indiqué. Les enquêteurs ont effectué des vérifications et ont d'abord considéré cet alibi comme tout à fait convaincant. Cependant, l'enquêteur principal, responsable de cette affaire, a ordonné de revoir toutes les images des caméras une nouvelle fois et avec un maximum de détails. Un examen attentif des vidéos a révélé des anomalies, précédemment inaperçues par les agents. Il s'est avéré que la voiture de Mikhail avait effectivement quitté la ville tôt le matin, mais les caméras ont enregistré son retour vers midi, précisément durant l'intervalle de temps où Nastia a disparu sur le chemin de l'école à la maison. En recoupant les données obtenues, les policiers ont découvert que la voiture de Mikhail avait d'abord pris la direction de la ville voisine, mais après un certain temps, avait soudainement bifurqué vers des routes secondaires, disparaissant pendant plusieurs heures du champ de vision des caméras, puis était revenu en ville après l'heure où Nastia avait été vue pour la dernière fois. Ces détails ont complètement détruit son alibi initial et ont obligé les enquêteurs à convoquer à nouveau Mikhail pour un interrogatoire. Lors du second interrogatoire, Mikhail ne se comportait plus avec la même assurance, était manifestement nerveux, se contredisait dans ses témoignages et ne pouvait pas expliquer de façon convaincante la raison de son retour en ville à l'heure indiquée. L'homme se référait constamment à des problèmes de mémoire et à des affaires insignifiantes qui l'auraient prétendument obligé à modifier ses plans initiaux. Dans ces témoignages sont apparues de nombreuses contradictions que les enquêteurs ont enregistrées et vérifiées soigneusement. Mais il n'y avait toujours pas de preuves concrètes le reliant à la disparition de Nastia. En même temps, les enquêteurs ont effectué une inspection minutieuse de sa voiture et de sa maison. Dans la voiture de Mikhail, on n'a trouvé aucune trace témoignant de son éventuelle implication dans ce qui s'était passé. La maison s'est également avérée exempte d'objets suspects ou de preuves. Pendant ce temps, la tension augmentait parmi les habitants de la petite ville. Les gens exigèrent de la police des résultats immédiats et cherchèrent les coupables eux-mêmes, discutant dans les réseaux sociaux et dans les cours de chaque moindre détail. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles la police cachait le véritable criminel, protégeant quelqu'un d'influent ou d'important pour la ville. Les soupçons étaient renforcés par le fait que l'enquête avait cessé de communiquer ouvertement sur son déroulement, craignant que le criminel n'utilise ces informations pour s'enfuir ou détruire des preuves. Les enquêteurs étaient sous pression,
et étaient obligés de vérifier chaque version plusieurs fois. Mikhail Kruglov a été temporairement libéré, avec une obligation de ne pas quitter la ville et un contrôle permanent par les agents. Dans ce contexte, un appel anonyme inattendu est parvenu au numéro du commissariat. La voix au téléphone était masculine, étouffée et prudente. L'appelant a déclaré avoir vu Nastia vivante le lendemain de l'heure officiellement établie de sa disparition. Il a raconté qu'en fin de soirée, il l'avait vue accompagnée d'un adulte dont il n'avait pas pu distinguer le visage. Nastia marchait apparemment tranquillement derrière lui, sans résister ni essayer d'attirer l'attention. Cet appel a remis en question toutes les hypothèses et versions précédentes de l'enquête. Les agents ont commencé à établir d'urgence l'identité de l'appelant, essayant de comprendre dans quelle mesure on pouvait se fier à son témoignage. Le numéro s'est avéré enregistré sur une carte SIM anonyme et il n'a pas été possible d'établir immédiatement l'identité de l'appelant. Le groupe opérationnel a de nouveau examiné les enregistrements des caméras de vidéosurveillance, essayant d'y trouver des images confirmant les propos du témoin anonyme. La situation en ville devenait de plus en plus tendue. Aucun des habitants ne se sentait plus en sécurité. Les gens ne se faisaient plus confiance, doutant de chaque passant et essayant de comprendre qui exactement aurait pu commettre un crime aussi horrible, qui avait brisé le cours habituel de la vie de la tranquille petite ville. Malgré tous les efforts de la police, il n'y avait toujours pas de réponse, et l'affaire devenait de plus en plus confuse. Après l'appel anonyme au commissariat, la police a formé d'urgence un groupe opérationnel pour vérifier ces nouvelles informations. La ville était déjà en proie à une forte inquiétude. Même les petits détails pouvaient devenir la clé du mystère. Les agents ont commencé à déterminer qui exactement avait appelé, car la voix avait été manifestement modifiée, ce qui compliquait l'identification. Après 24 heures de travail minutieux, les policiers ont finalement retracé le numéro d'où provenait l'appel et ont identifié le propriétaire de la carte SIM. À la surprise des enquêteurs, il s'agissait d'une retraitée. Valentina Petrovna Sergeeva, 70 ans, vivant dans un immeuble non loin de l'école où étudiait Nastia. La vieille dame vivait seule, sortait rarement et ne parlait pratiquement pas avec ses voisins. Les policiers se sont rendus à son domicile, essayant de ne pas attirer l'attention des habitants locaux. Initialement, Valentina Petrovna a catégoriquement nié être impliquée dans l'appel, paraissant effrayée et désorientée. Ce n'est qu'après beaucoup de temps et de longues persuasions des enquêteurs que la retraitée a avoué avoir effectivement appelé la police. Mais elle a demandé que son nom reste secret, car elle craignait que la personne qu'elle avait vue ne l'apprenne et ne vienne chez elle. Selon la retraitée, le soir du lendemain de l'heure officielle de la disparition de Nastia, elle avait observé depuis sa fenêtre une scène étrange. Il commençait déjà à faire sombre et la visibilité était mauvaise. Néanmoins, Valentina Petrovna se souvenait distinctement avoir vu un adulte qu'elle n'avait jamais vu auparavant dans ce quartier marcher de l'autre côté de la rue. À côté de lui se déplaçait lentement une petite silhouette qui, selon la description de la femme, ressemblait à Nastia. Valentina Petrovna était certaine que la petite silhouette était bien celle d'une fillette, car elle portait une veste claire, semblable à celle que, dans ses souvenirs, portait Nastia. À la question des enquêteurs sur la raison pour laquelle elle n'avait pas signalé ses observations plus tôt, la retraitée a répondu de façon confuse et nerveuse, invoquant sa mauvaise vue et la peur d'être mal comprise. Elle a ajouté qu'elle ne s'était décidée à appeler que lorsqu'elle avait compris à quel point la situation était devenue grave dans la ville. La femme semblait sincère, bien que son témoignage fût assez confus et contradictoire. Néanmoins, la police a dû traiter avec prudence les propos de Valentina Petrovna, compte tenu de son âge avancé et de ses problèmes évidents de vision. Les enquêteurs ont tenté plusieurs fois de préciser la description de la personne qu'elle avait vue, mais la femme ne pouvait se rappeler ni sa taille, ni ses vêtements, ni aucun détail de son apparence. La seule chose qu'elle répétait constamment était qu'elle n'avait jamais vu cet homme dans le quartier auparavant. Les enquêteurs ont soigneusement vérifié l'itinéraire possible indiqué par le témoin et y ont envoyé des maîtres chiens et des agents. C'était la périphérie de la ville, se transformant en une épaisse rangée d'arbres, un endroit calme et rarement visité. Les policiers ont exploré le territoire lentement et méthodiquement,
espérant trouver au moins quelques traces confirmant les dires de la retraitée. Leurs efforts n'ont pas été vains. Sur l'un des sentiers discrets menant de la ville à la forêt, on a trouvé des traces distinctes de chaussures, celles d'un adulte et d'autres plus petites, appartenant clairement à quelqu'un de petite taille. Les traces s'enfonçaient dans la profondeur du boisement, puis se perdaient parmi les feuilles sèches et les branches. Cette découverte a conduit à une extension urgente de la zone de recherche et à l'engagement de forces supplémentaires de volontaires. Les traces ont été vérifiées plusieurs fois et les experts ont affirmé sans équivoque: la chaussure de l'adulte était typique, mais assez vieille et très usée. Cela indiquait indirectement que le propriétaire de la chaussure n'appartenait pas à la catégorie des personnes aisées et pouvait être l'un des habitants locaux à faible revenu. Les petites traces étaient à presque effacées et floues. Cependant, selon l'évaluation préliminaire, elles pouvaient appartenir aux chaussures de Nastia. Malgré la présence de ces indices importants, la police ne se hâtait pas de tirer des conclusions définitives, comprenant combien de tels détails pouvaient être fragiles. Néanmoins, la découverte est devenue un tournant important dans l'affaire, faisant de nouveau croire aux habitants de la ville que Nastia était toujours vivante. La ville continuait à vivre dans la tension, en proie aux rumeurs et à la peur. Les parents craignaient de laisser leurs enfants sortir seuls. L'école où étudiait Nastia a renforcé la sécurité et instauré des règles strictes de contrôle d'accès. Les employés des forces de l'ordre local vivaient également à la limite de leurs possibilités, comprenant que tout retard dans l'enquête entraînerait la perte d'indices importants ou même une nouvelle tragédie. La police a intensifié ses efforts pour vérifier tous les suspects possibles qui correspondaient à la description de la retraitée. Une liste de personnes vivant à proximité et ayant eu des problèmes avec la loi a été établie. Un nouvel entretien a également été mené avec la ville continuait à vivre dans la tension, en proie aux rumeurs et à la peur. Les parents craignaient de laisser leurs enfants sortir seuls. L'école où étudiait Nastia a renforcé la sécurité et instauré des règles strictes de contrôle d'accès. Les employés des forces de l'ordre local vivaient également à la limite de leurs possibilités, comprenant que tout retard dans l'enquête entraînerait la perte d'indices importants ou même une nouvelle tragédie. La police a intensifié ses efforts pour vérifier tous les suspects possibles qui correspondaient à la description de la retraitée. Une liste de personnes vivant à proximité et ayant eu des problèmes avec la loi a été établie. Un nouvel entretien a également été mené avec Mikhail Kruglov, précédemment suspect, dont l'alibi restait très douteux. Mikhail, cependant, continuait d'insister sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé et ne connaissait ni Nastia, ni personne de sa famille. Ivan Mikheev, bien que la police ait désormais de sérieux doutes quant à son implication, restait également sous surveillance et n'avait pas le droit de quitter la ville. Son comportement, selon les enquêteurs, semblait convaincant et plausible, mais il était encore trop tôt pour l'exclure complètement de la liste des suspects. Pendant ce temps, la ville attendait avec anxiété toute nouvelle qui pourrait faire la lumière sur cette affaire complexe et troublante. Personne ne doutait plus que la réponse à la question principale se cachait quelque part tout près, littéralement derrière le mur d'une des maisons voisines ou derrière la porte d'un des appartements. Mais les enquêteurs ne pouvaient pas encore s'en approcher. Il ne restait qu'à vérifier soigneusement et méthodiquement chaque nouvelle piste, en continuant d'espérer que la solution de l'énigme était proche. Les nouvelles traces découvertes par les agents menaient à travers l'épaisse rangée d'arbres directement vers la périphérie de la ville, un lieu qui avait depuis longtemps mauvaise réputation parmi les habitants locaux. C'était un terrain abandonné, densément couvert de buissons, cachant derrière lui une vieille remise à moitié en ruine dont personne ne pouvait plus se rappeler le propriétaire. La construction était délabrée, le toit presque effondré, les fenêtres brisées depuis longtemps. Cet endroit était rarement visité si ce n'est par des adolescents en quête d'aventure ou des sans-abri cherchant un abri temporaire. Les policiers ont soigneusement examiné le territoire du terrain. Les membres du groupe d'enquête ont inspecté chaque recoin, démontant des planches et retournant des morceaux de tôle ondulés, espérant trouver ne serait-ce qu'un élément susceptible de faire la lumière sur la disparition de Nastia. Cependant, à première vue, rien de substantiel n'a été découvert. Seuls de vieux déchets, du verre brisé et des traces de feux éteints depuis longtemps
témoignaient du fait que quelqu'un avait fréquenté cet endroit récemment. Néanmoins, l'enquêteur qui dirigeait l'inspection a insisté pour une vérification plus détaillée de la remise. Après une longue recherche, dans le coin le plus éloigné et difficile d'accès, les agents ont découvert une étrange trouvaille, une parcelle de terre qui avait manifestement été récemment retournée. La terre était fraîche, clairement différente du sol environnant, ce qui éveillait la méfiance. Lorsque la terre a été soigneusement enlevée couche par couche, les policiers ont vu un paquet étroitement enveloppé de rubans isolants. À l'intérieur se trouvaient des vêtements, appartenant manifestement à quelqu'un de petite taille. Mais après un examen attentif, il est devenu évident que ces vêtements ne pouvaient pas appartenir à Nastia. Ni la taille, ni le style ne correspondaient à ce que portait la disparue. Les experts ont immédiatement envoyé la découverte pour expertise, essayant de déterminer si elle n'était pas liée à d'autres affaires non résolues survenues dans la région auparavant. En même temps, de nouvelles questions très inquiétantes se posaient. À qui pouvaient appartenir ces vêtements ? Et pourquoi quelqu'un avait-il décidé de les cacher précisément ici ? La police a commencé à vérifier tous les cas connus de disparition ces dernières années, essayant de trouver ne serait-ce que quelques coïncidences. Dans le contexte de cette découverte, les enquêteurs ont de nouveau décidé de convoquer Ivan Mikiv pour interrogatoire. Bien que le bibliothécaire ait déjà nié à plusieurs reprises son implication, cette nouvelle circonstance est devenue une raison pour des questions supplémentaires. Au cours de la conversation avec Ivan, les agents ont remarqué des changements dans son comportement. Si auparavant il se tenait avec assurance et calme, maintenant l'homme était nerveux, s'embrouillait dans ses propres paroles, répétait les mêmes phrases comme si elles étaient préparées à l'avance. En même temps, il niait catégoriquement avoir jamais visité le terrain abandonné ou vu les objets trouvés. Cependant, plus tard, après avoir parlé avec les voisins et les collègues, les enquêteurs ont appris qu'Ivan ne connaissait pas seulement l'existence de la remise abandonnée, mais s'était également rendu à plusieurs reprises dans ces lieux auparavant. Les habitants locaux ont raconté qu'ils l'avaient vu plusieurs fois se promener tranquillement dans la zone du terrain abandonné, soi-disant en cueillant des herbes ou des champignons. Ivan l'a expliqué par des promenades ordinaires et la recherche de plantes rares pour sa collection, mais ces explications semblaient peu convaincantes. L'enquête a été alertée par le fait que le bibliothécaire n'avait jamais mentionné ces promenades dans ses premiers témoignages, comme s'il essayait de cacher cette information. Pendant ce temps, l'expertise des vêtements de la remise a donné un résultat inattendu. Les vêtements étaient vieux, avaient séjourné dans la terre au moins 1 an, ce qui excluait un lien avec l'affaire actuelle de Nastia. Mais cette découverte a engendré une nouvelle inquiétude parmi les agents. Cela signifiait que quelqu'un avait utilisé cet endroit pas pour la première fois. Les policiers devaient maintenant découvrir à qui appartenaient les vêtements trouvés et quel rapport Ivan pouvait avoir avec cela. La ville s'enfonçait dans un état d'anxiété chronique. Les habitants ont commencé à éviter même les lieux et les rues familiers. Après l'apparition de nouvelles informations sur les réseaux sociaux, une véritable panique a commencé. Les habitants locaux exigeaient l'arrestation immédiate du bibliothécaire, insistant sur le fait qu'il cachait manifestement quelque chose et représentait une menace pour toute la ville. Malgré cela, la police agissait avec prudence, comprenant que la précipitation pourrait conduire à une erreur et détruire les chances de résoudre l'affaire avec succès. Encore et encore, les membres du groupe d'enquête étudiaient le passé d'Ivan Mikiv. Bien que sa biographie fût pratiquement irréprochable, maintenant même les moindres détails prenaient un sens différent. La police a effectué une nouvelle vérification de ses journaux, essayant de trouver ne serait-ce qu'une mention de la vieille remise ou des vêtements trouvés, mais n'a découvert aucune indication directe à ce sujet. Néanmoins, le portrait psychologique, établi par des experts après l'analyse des notes, a montré que le bibliothécaire avait manifestement des problèmes de perception de la réalité et un désir de pouvoir total sur une autre personne. Cela alarmait fortement les enquêteurs. L'enquêteur principal a donné instruction de renforcer la surveillance d'Ivan, de contrôler discrètement ses déplacements et ses contacts. Le suspect lui-même continuait à se comporter avec une extrême prudence, avait pratiquement cessé de sortir de chez lui, évitait toute communication avec qui que ce soit, se limitant à de courtes sorties au magasin pour acheter de la nourriture.
Les policiers étudiaient soigneusement toutes les connexions et tous les contacts du suspect. Ils vérifiaient attentivement tous ceux avec qui Ivan avait pu communiquer ces dernières années, en particulier ceux qui pouvaient être impliqués d'une manière ou d'une autre dans ce qui se passait. Malgré tous les efforts, il n'y avait pas encore de résultats significatifs. La ville continuait à vivre dans un régime de peur et de tension constante. Personne ne pouvait plus se sentir en sécurité tant que la personne qui avait commis ce crime restait en liberté. Les habitants attendaient ne serait-ce que quelques nouvelles qui donneraient des réponses à la question principale, qui était derrière la disparition de Nastia et quels autres secrets cachaient le vieux terrain abandonné à la périphérie de la ville. Mais la police gardait pour l'instant le silence, dissimulant soigneusement les détails de l'enquête pour ne pas manquer le moment où le criminel commettrait une erreur. Après qu'Ivan Mikev soit devenu la figure centrale de l'enquête, les enquêteurs ont décidé d'étudier plus attentivement son passé. Maintenant, chaque événement dans la vie du bibliothécaire tranquille était perçu différemment. Lors de la vérification des archives et des bases de données fermées, les agents ont découvert de façon inattendue des informations qui jetaient une lumière complètement nouvelle et inquiétante sur la personnalité du suspect. Il s'est avéré que 20 ans auparavant, quand Ivan avait un peu plus de 30 ans, une affaire pénale avait été ouverte contre lui pour un chef d'accusation grave. À l'époque, une famille de la maison voisine avait déposé une plainte à la police, l'accusant de comportements inadmissibles envers leur fils mineur. L'affaire a eu un retentissement dans la petite ville, mais quelques mois plus tard, elle a été classée faute de délit et de preuves. Ivan n'avait alors subi aucune sanction, mais des rumeurs sur son implication étaient restées parmi les habitants locaux. Les enquêteurs comprenaient que cela pouvait être un détail important, précédemment négligé. Lors de l'interrogatoire, Ivan, qui à ce moment était déjà visiblement fatigué des convocations constantes à la police et de l'attention soutenue des voisins, a été contraint de parler de cette vieille affaire. Il a expliqué calmement, mais avec une amertume évidente, que toute la situation était une provocation de la part de la famille avec laquelle il s'était alors sérieusement disputé. Selon l'homme, le conflit était né pour des raisons domestiques. Les enfants des voisins avaient plusieurs fois endommagé ses biens et leurs parents n'avaient pas voulu dédommager les dégâts. Après qu'Ivan ait menacé de saisir la justice, ils ont déposé une plainte contre lui avec une accusation grave. Le bibliothécaire parlait avec assurance, mais il était évident que les souvenirs de cette période de sa vie lui étaient extrêmement désagréables. Ivan a souligné que depuis ce moment, il avait décidé de réduire au maximum les contacts avec les gens, surtout avec les familles ayant de petits-enfants, pour que de telles histoires ne se reproduisent plus jamais. Cependant, les enquêteurs ne pouvaient pas se limiter aux seules paroles du suspect et ont décidé de vérifier sa version par eux-mêmes. Ils ont établi un contact avec l'ancien garçon, maintenant un homme adulte, qui figurait dans cette vieille affaire. Il avait déjà plus de 30 ans et avait depuis longtemps déménagé dans une autre ville. Dans une conversation téléphonique, l'homme s'est immédiatement souvenu de l'histoire d'il y a 20 ans. Il a confirmé qu'à l'époque, il n'y avait rien eu d'illégal. Selon le témoin, ses parents avaient effectivement déposé une fausse plainte, essayant de se protéger d'une procédure judiciaire concernant des biens endommagés. Le fils ne pouvait rien changer à l'époque. Mais plus tard, devenu adulte, il a pris conscience de toute l'injustice de ce qui s'était passé et a même essayé de contacter Ivan pour s'excuser, mais ce dernier a refusé de communiquer. Ces témoignages ont entièrement confirmé la version du bibliothécaire, mais l'enquête comprenait que tout incident du passé d'une personne de ce genre laisse toujours des traces, change la perception des autres et affecte la personnalité du suspect lui-même. Malgré l'absence de faits indiquant une réelle culpabilité d'Ivan dans l'ancienne affaire, les agents ont continué à observer attentivement l'homme, comprenant que maintenant ils ne pouvaient négliger aucun détail. Pendant ce temps, dans la ville, la tension ne faisait qu'augmenter. Les gens discutaient de la vieille affaire d'il y a 20 ans, se rappelaient les détails de cette histoire qui se transmettait entre eux de façon de plus en plus déformée. La réputation d'Ivan s'est retrouvée pratiquement détruite. Maintenant, les habitants ne l'évitaient pas simplement, mais exigeaient ouvertement de la police des actions énergiques. À ce même moment,
Alors que les enquêteurs commençaient déjà à douter de l'implication d'Ivan dans l'affaire en cours, un nouvel appel anonyme est arrivé. Cette fois, la voix était différente, assurée et calme. L'appelant demandait instamment à la police d'inspecter encore une fois soigneusement la vieille remise abandonnée à la périphérie de la ville. Il n'a pas expliqué la raison de sa demande et a rapidement terminé la conversation, ne donnant pas la possibilité de poser des questions supplémentaires. Les agents ont été forcés de revenir immédiatement sur les lieux, qui avaient déjà été soumis à des vérifications minutieuses à plusieurs reprises. La remise a de nouveau été soigneusement inspectée et examinée à l'aide d'équipements spéciaux et de chiens policiers. Cependant, initialement, l'inspection n'a pas donné de nouveaux résultats. Toujours les mêmes déchets et vieux objets, aucun nouvel indice ou détail suspect. Et pourtant, l'enquêteur a insisté pour une vérification supplémentaire. Il a été décidé de démonter la structure délabrée jusqu'aux fondations, enlevant chaque planche, examinant soigneusement le sol en dessous. Le travail avançait lentement et difficilement, mais les policiers poursuivaient obstinément leurs recherches, motivés par l'intuition professionnelle et la prudence. Bientôt, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Sous plusieurs planches, le sol n'était pas en terre, comme dans les autres parties de la remise, mais manifestement en béton et assez récent. Cela semblait inhabituel, surtout compte tenu du fait que la remise était abandonnée depuis de nombreuses années. Les policiers ont décidé d'ouvrir la section en béton du sol. Ce n'était pas une tâche facile, nécessitant des outils supplémentaires et du temps. En conséquence, sous la couche de béton, une niche profonde a été découverte, vide, mais manifestement utilisée récemment. À l'intérieur, il y avait quelques déchets et des restes de nourriture, clairement frais, ce qui prouvait que quelqu'un s'y était trouvé récemment. Cette découverte a amené les enquêteurs à croire définitivement qu'ils étaient sur la bonne voie, bien qu'Ivan continuât à nier catégoriquement tout lien avec la remise et la niche. Tandis que les enquêteurs et les agents s'occupaient de l'inspection de la remise, les habitants de la ville se sont à nouveau activés sur les réseaux sociaux et discutaient de ce qui s'était passé avec une nouvelle vigueur. Maintenant, tout doute sur l'implication d'Ivan Mikiv était devenu pratiquement impossible. La ville avait définitivement décidé qui était coupable de ce qui s'était passé, et les policiers subissaient l'énorme pression du public et des médias. Néanmoins, les enquêteurs restaient prudents, comprenant que des conclusions hâtives pouvaient les conduire à une erreur fatale. Chaque nouvelle circonstance était soigneusement vérifiée, revérifiée et analysée. L'affaire, qui semblait au début simple et claire, devenait de plus en plus complexe et embrouillée, obligeant les policiers à travailler à la limite de leurs capacités et compétences, s'efforçant de ne pas commettre d'erreurs et d'établir enfin le véritable coupable. La deuxième inspection de la remise, pour laquelle les enquêteurs sont arrivés déjà avec des forces supplémentaires et des appareils spéciaux, est devenue le tournant clé dans l'enquête qui s'éternisait. Les agents agissaient rapidement et résolument, ouvrant méthodiquement les restes de la structure, enlevant les planches pourries et les poutres décomposées. Autour de la remise s'était rassemblée une foule silencieuse d'habitants locaux, observant avec tension chaque mouvement des policiers, espérant que cette fois les recherches apporteraient enfin des réponses. Environ 1 heure après le début de l'inspection, lorsque les enquêteurs ont prudemment ouvert un autre panneau en bois, l'un des agents s'est figé et a silencieusement fait signe aux autres. Dans un silence absolu, interrompu seulement par le bruit du vent et les cris occasionnels des curieux dans la foule, tous ont entendu un son faible, à peine perceptible venant de sous le plancher. Les agents, armés de lampes de poche et d'outils, ont soigneusement enlevé les planches restantes, révélant un petit espace, une niche étroite et profonde, habilement cachée des regards indiscrets. C'est là, recroquevillé dans le coin le plus éloigné et se couvrant le visage des mains contre la lumière vive, que les agents ont découvert Nastia. La petite silhouette était sale, maigre et extrêmement effrayée, mais manifestement vivante et physiquement indemne. Tous ceux qui étaient donc présents lors de cette découverte ont éprouvé un sentiment d'incroyable soulagement mêlé de choc. Bientôt, une équipe d'ambulanciers est arrivée sur place, qui a prudemment emmené Nastia à l'hôpital pour examen et pour lui fournir l'aide psychologique nécessaire. La semaine suivante est devenue une véritable épreuve pour la ville. Nastia,
malgré l'absence de blessures physiques graves, avait subi un profond choc émotionnel. Les spécialistes ont longtemps eu du mal à établir un contact complet avec elle. Les premiers jours, Nastia ne parlait pas du tout, regardait seulement autour d'elle avec anxiété et se recroquevillait à l'apparition de personnes inconnues. Mais progressivement, grâce au travail minutieux des psychologues, il a été possible de commencer prudemment une conversation et de clarifier les premiers détails de ce qui s'était passé. Nastia parlait avec une extrême prudence et de façon indéterminée, comme si elle craignait de faire du mal à ceux qui l'écoutaient. Elle évitait obstinément de nommer celui qui la retenait, prononçant seulement parfois des mots qui donnaient la chair de poule aux psychologues et aux agents. Il me demandait de l'appeler papa. Ces mots lui étaient particulièrement difficiles. La voix de Nastia devenait à peine audible et son regard, effrayé et perdu. Les enquêteurs ont réalisé qu'ils avaient obtenu la confirmation des terribles suppositions qui avaient tant surgi chez eux auparavant. Pendant ce temps, sur le lieu de la découverte, les agents continuaient leur travail. Ils étudiaient la remise avec une nouvelle minutie, notant les moindres détails qui pourraient indiquer l'identité du ravisseur. Les experts ont soigneusement relevé les empreintes digitales sur la poignée de porte, les murs et les restes de vaisselle trouvés à l'intérieur de l'espace caché. De même, des traces distinctes de chaussures d'adultes ont été enregistrées, correspondant à celles qui avaient été découvertes précédemment dans le boisement. Les enquêteurs comprenaient qu'ils avaient maintenant des preuves physiques directes capables d'établir l'identité du suspect. L'expertise n'a pris que quelques jours et ses résultats étaient sans équivoque. Les empreintes digitales et de chaussures appartenaient à Ivan Mikiv, qui tout au long de l'enquête avait obstinément nié son implication. Après avoir reçu la conclusion officielle, Ivan Mikiv a été arrêté sans délai. Son arrestation a été extrêmement tendue. L'homme ne manifestait pas d'agressivité, ne résistait pas. Cependant, à la vue des agents sur le seuil de sa maison, il a pâli et semblait avoir perdu ses dernières forces. Pendant l'interrogatoire, Ivan a de nouveau nié toute implication, continuant à insister sur le fait que les empreintes avaient pu se retrouver dans la remise plus tôt, lors de promenades ordinaires, mais ses arguments semblaient maintenant extrêmement peu convaincants, même pour lui-même. Les enquêteurs, reconstituant le tableau complet de ce qui s'était passé, ont progressivement commencé à comprendre les motifs du suspect. Ivan, ayant vécu de nombreuses années dans la solitude et ayant perdu le contact avec le monde extérieur, s'enfonçait de plus en plus dans ses fantasmes intérieurs sur la famille qu'il n'avait jamais pu créer. Avec le temps, ces fantasmes sont devenus une idée obsessionnelle qui l'a poussé à commettre un acte qui a détruit sa propre vie et causé des dommages graves à la petite ville. Les citadins, ayant appris l'arrestation du bibliothécaire et les preuves obtenues par la police, ont réagi différemment. Beaucoup ne pouvaient pas croire qu'un homme qui semblait être un modèle d'intelligence et de bonté puisse être capable de tels actes. D'autres, au contraire, ont poussé un soupir de soulagement, disant qu'ils soupçonnaient Ivan de quelque chose de similaire depuis longtemps et que son arrestation n'était qu'une question de temps. L'enquête se poursuivait pendant ce temps. Les policiers ont vérifié une fois de plus tous les faits et témoignages connus. Ils ont à nouveau convoqué pour des entretiens les voisins, les parents et les anciens collègues d'Ivan, essayant de confirmer définitivement son implication dans l'enlèvement de Nastia et de s'assurer que personne d'autre ne l'avait aidé à commettre ce crime. Ivan continuait à refuser tout commentaire. Son avocat insistait sur la non-implication de son client, mais l'enquête ne doutait plus de son bien-fondé. Néanmoins, la ville ne pouvait toujours pas se remettre du choc. Les gens ont commencé à s'éviter mutuellement, ne comprenant toujours pas comment une telle chose avait pu se produire dans un endroit si petit et tranquille, où chacun se connaissait depuis l'enfance. Les habitants discutaient avec anxiété et prudence de ce qui s'était passé, regardant avec incertitude en direction des voisins et des connaissances, comme pour vérifier qui d'autre pourrait cacher de tels terribles secrets. Malgré les preuves trouvées, la tension ne diminuait pas. Les gens avaient peur de faire à nouveau confiance à leur entourage, craignant que derrière un visage familier puisse se cacher une autre personnalité, inconnue et effrayante. Les enquêteurs, quant à eux, continuaient à travailler scrupuleusement pour terminer l'enquête et confirmer définitivement la culpabilité d'Ivan Mikiv, que la ville avait déjà définitivement condamné et reconnu coupable.
Depuis le moment de l'arrestation d'Ivan Mikheev, la vie de la ville semblait figée dans l'attente du dénouement final. Les habitants suivaient avec anxiété et impatience chaque étape de l'enquête, espérant comprendre définitivement ce qui s'était passé. Pour les enquêteurs et les procureurs, l'étape décisive était arrivée. Il fallait rassembler toutes les pièces obtenues au cours de plusieurs semaines de travail méticuleux. Et enfin, mettre un point final à cette affaire extrêmement complexe. Malgré le déni catégorique de sa culpabilité aux premières étapes des interrogatoires, Ivan a bientôt réalisé que toute résistance ultérieure était inutile. Sous la pression de preuves et de faits irréfutables, il a finalement fait des aveux qui ont choqué même les agents expérimentés. L'homme a avoué qu'il observait Nastia depuis longtemps, la considérant comme la candidate idéale pour ses plans étranges et effrayants. Dans son esprit s'était formée l'idée obsessionnelle de l'élever comme sa propre fille, remplaçant ainsi le vide et la solitude qui le poursuivaient depuis de nombreuses années. Ivan a raconté aux enquêteurs qu'il avait longuement planifié l'enlèvement, étudié l'itinéraire quotidien de Nastia, choisi le moment le plus approprié. Il avait soigneusement réfléchi à la façon de masquer la disparition et de créer de fausses pistes autour de lui. C'est pourquoi les affaires de Nastia se sont retrouvées cachées dans la forêt puis placées dans sa maison. Il comptait dérouter l'enquête et diriger les soupçons dans une autre direction. Les journaux intimes, les appels anonymes, tout cela était des éléments préparés à l'avance qui devaient compliquer au maximum l'enquête et lui donner la possibilité de gagner du temps. Cependant, le plan d'Ivan a commencé à s'effondrer presque immédiatement après l'enlèvement. Il ne s'attendait pas à une réaction aussi active et massive des habitants et de la police. Ne supposait pas que la petite ville serait capable de mobiliser ses forces et de s'unir pour essayer d'aider la famille de Nastia. Ivan n'avait pas non plus prévu l'état émotionnel de Nastia elle-même. Au lieu de s'habituer à lui et de l'accepter dans son nouveau rôle, elle se trouvait depuis le début dans un état de peur profonde, évitant tout contact, ce qui a considérablement compliqué pour lui la réalisation de son projet. Les agents, reconstruisant le tableau complet des événements, sont arrivés à la conclusion qu'Ivan s'était préparé soigneusement et froidement à la commission du crime pendant plusieurs mois. Il suivait Nastia, observait son comportement, ses habitudes, ses itinéraires. Il ne se permettait aucune action spontanée. Au moment de l'enlèvement, il a choisi une portion tranquille de la route où il n'y avait pas de caméra ni de témoins. Il a agi rapidement et soigneusement, ne laissant pratiquement aucune trace sur les lieux de l'incident. Tout cela confirmait qu'Ivan était pleinement conscient de ses actions et ne cédait pas à des impulsions émotionnelles. Nastia, malgré le traumatisme vécu, se rétablissait progressivement, entourée par l'attention de ses proches et des psychologues. Son témoignage, malgré l'absence d'informations détaillées sur l'identité du ravisseur, confirmait pleinement les aveux d'Ivan. Sa demande à Nastia de l'appeler père a particulièrement horrifié les enquêteurs. L'expertise psychologique a confirmé que de telles demandes faisaient partie d'une stratégie douloureuse mais clairement consciente d'Ivan, qui cherchait à créer une nouvelle réalité dans laquelle il pouvait contrôler totalement une autre personne. Au tribunal, Ivan Mikheev a néanmoins tenté de présenter son crime comme une erreur tragique et un désir de s'occuper de quelqu'un dont il avait besoin. Il a parlé de sa solitude, de la perte de proches, essayant de susciter la pitié et l'indulgence des juges et du public. L'avocat d'Ivan insistait également sur son état psychologique instable, mais des experts indépendants, ayant soigneusement étudié sa personnalité, ont tiré une conclusion sans équivoque. Ivan était pleinement responsable et comprenait clairement les conséquences de chacune de ses actions. L'ambiance au tribunal était extrêmement tendue. Les parents de Nastia assistaient à chaque audience, essayant de ne pas regarder en direction de l'accusé, mais écoutant attentivement chacun de ses mots. Les habitants de la ville, se pressant devant le bâtiment du tribunal, attendaient l'annonce du verdict avec impatience et nervosité. Beaucoup d'entre eux ne pouvaient toujours pas croire qu'un voisin si calme et intelligent puisse être l'auteur d'un crime aussi terrible. Le procureur, concluant son discours, a souligné que les actions d'Ivan Mikheev n'étaient pas seulement un crime contre une personne en particulier, mais aussi un acte contre toute la ville, ayant détruit la confiance et la tranquillité de centaines
2 personnes. Il a demandé la peine maximale, qui permettrait à la ville de retrouver au moins partiellement un sentiment de justice. Lorsque le juge a commencé à lire le verdict, un silence absolu s'est installé dans la salle. Ivan écoutait chaque mot calmement, les yeux baissés, comme s'il avait déjà accepté à l'avance l'inévitabilité de la punition. Le tribunal l'a reconnu coupable de toutes les accusations portées contre lui infligeant la peine d'emprisonnement maximale possible. Le verdict a été accueilli dans la salle par une approbation sourde et contenue. Après la fin du procès, la ville a progressivement commencé à revenir à la vie normale, bien que la compréhension de ce qui s'était passé ait fortement changé l'attitude des habitants les uns envers les autres. Personne ne percevait plus les voisins et les connaissances uniquement d'après leur comportement extérieur. Maintenant, les habitants de la ville étaient devenus beaucoup plus attentifs et prudents, regardant avec suspicion même les personnes les plus calmes et inoffensives, craignant la répétition d'une telle tragédie. Nastia, revenue dans sa famille, a commencé à se remettre lentement mais sûrement. Grâce au soutien de ses parents et de professionnels, elle a progressivement commencé à oublier l'horreur vécue, bien que les échos de ce qui s'était passé la poursuivront encore longtemps. Et Ivan Mikheyev, devenu le symbole d'une horreur cachée, est resté à jamais dans la mémoire des habitants de la ville comme l'homme qui a détruit leurs idées de sécurité et de confiance. La ville n'a jamais pu se remettre complètement du choc, réalisant que la véritable menace peut se trouver beaucoup plus proche qu'il n'y paraît, et que l'apparence extérieure de bonté et d'honnêteté peut parfois cacher les secrets les plus terribles et douloureux.